Salut et bienvenue dans New Deal, le podcast Slate IFRI TTSO qui décortique l'actualité américaine en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme USA à l'IFRI. Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Alors Laurence, jeudi dernier, le 30 mai, les 12 jurés du tribunal de New York ont déclaré Trump coupable à l'unanimité sur chacune des 34 charges de falsification de documents dans l'affaire Stormy Daniels. Les démocrates se sont félicités que justice soit rendue, tandis que le camp républicain semblait, mais enfin vous allez nous détailler tout ça, se ranger derrière Trump pour dénoncer un procès inique et une justice instrumentalisée. Les conséquences du verdict sur l'électorat républicain et sur la campagne de Trump sont bien entendu maintenant scrutées avec beaucoup d'intérêt. Alors, on va parler de ça, mais aussi de deux autres procès qui se déroulent cette semaine et qui visent cette fois-ci des démocrates. Et pas des moindres, puisque pour le premier procès, il s'agit de celui intenté à Hunter Biden, le fils du président, et pour l'autre, à Bob Menendez, un sénateur du New Jersey. Mais à tout seigneur, tout honneur, commençons par Trump. Ce qui nous surprend en France, c'est que nous ne savons pas encore à quelle peine va être condamné l'ex-président américain. Oui, les différences entre droit français et droit américain sont très nombreuses. Et là, il y en a une nouvelle. L'audience qui a eu lieu la semaine dernière ne portait que sur la culpabilité de Trump dans cette affaire Stormy Daniels et non sur la sanction qui va maintenant lui être imposée. Donc, ce qu'on comprend, c'est que dans le droit américain, une fois que le prévenu est reconnu coupable, eh bien, il faut organiser une autre audience qui est précédée de nouveaux entretiens avec le coupable. On lui demande s'il regrette sa faute, s'il souhaite s'amender, etc. La peine prononcée dans le cas présent, ce sera soit une amende, soit une mise à l'épreuve, ce qu'on appelle probation, et puis, au pire, ça peut aller jusqu'à 4 ans de prison. Et ça va intervenir quand alors, Laurence ? Eh bien, on connaît déjà la date de cette audience, ce sera le 11 juillet prochain. Précisons tout de suite que Trump fera évidemment appel de la sentence. Le 11 juillet, c'est-à-dire juste avant la convention du Parti républicain, c'est la même qui doit investir Trump comme candidat républicain aux élections présidentielles. Est-ce que c'est possible que Trump soit récusé en cas de peine lourde ? Certainement pas. Trump tient le Parti républicain. Il suffit de voir la réaction des élus de l'establishment républicain ces derniers jours. C'était vraiment consternant. Aucun d'entre eux n'a osé dire que ce procès était régulier. Ils ont tous dit que Trump avait été victime d'une chasse aux sorcières. Mais quand même, pour le droit américain, Trump est désormais condamné au pénal, repris de justice. En américain, on dit que c'est un félon, un felon. Pour nous, en français, c'est un mot qui nous fait penser à Ganelon, le traître dans la chanson de Roland. Mais bref, est-ce que ce jugement est susceptible de faire bouger les lignes dans l'électorat républicain ? Ce qui est certain, c'est que les partisans de Trump, ceux qui se reconnaissent dans le slogan MAGA, Make America Great Again, sont toujours derrière lui. Je vous renvoie à la levée de fonds que Trump a aussitôt organisée la semaine dernière et qui a donné, paraît-il, au moins 50 millions de dollars. Et moi, je salue votre mention de la chanson de Roland dans ce podcast consacré à l'Amérique moderne. Mais revenons à notre affaire. Et quid des républicains modérés et quid des indépendants ? Alors oui, c'est la question qui se pose. Est-ce qu'ils pourraient être dégoûtés de voter pour Trump ? Il y a quelques sondages qui sont déjà sortis, notamment un de Morning Consult qui a été mené vraiment au lendemain du verdict de jeudi dernier, 30 mai. Et qu'est-ce qu'on voit ? 54% des électeurs inscrits approuvent le verdict et 34% seulement le désapprouvent. Ça, c'est pour tous les électeurs. Maintenant, on voit aussi que 49% des indépendants et 15% des républicains pensent que Trump devrait désormais interrompre sa campagne. 15% des électeurs républicains, on est quand même loin d'un chiffre anecdotique. Ce chiffre se retrouve dans un autre sondage donc de ces derniers jours, Reuters Ipsos cette fois-ci. 10% des électeurs républicains inscrits et 25% des indépendants inscrits déclarent qu'il est désormais moins probable qu'ils votent pour Trump. On est donc dans la possibilité d'un effritement du vote pour Trump qui pourrait avoir des conséquences. On va continuer à regarder ce qui se passe dans les semaines qui viennent et on regardera aussi une catégorie de population, en tout cas de population politique, qui est très importante et très scrutée aux États-Unis. C'est ceux qu'on appelle les double haters. Les doubles haineux ? Oui, ça désigne les électeurs qui n'aiment ni Trump ni Biden et on ne sait pas vraiment pour qui ils vont voter à ce stade. Ok, alors ça c'est pour Trump, et vous parliez d'une actualité du côté démocrate. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Attendez, il y a une dernière chose à dire assez importante sur le procès de Trump, c'est qu'une nouvelle complication est apparue. Il semblerait que dans l'État de Washington, une loi interdise aux repris de justice de se présenter à une élection. Donc Trump ne pourrait pas se présenter dans l'État de Washington, un État qui a quand même 12 grands électeurs,
12, ça peut compter, sachant qu'il faut avoir 270 électeurs sur 538 pour être élu à la présidence dans le système américain. Ok, donc voilà qui clôt le sujet Trump, enfin si on peut dire. Parlons maintenant de ces deux procès du côté démocrate. Oui, alors Hunter Biden, fils du président, et Bob Menendez, sénateur du New Jersey, vous l'avez dit dans l'introduction. Il faut en parler parce que ça donne une image plus large de l'actualité judiciaire et politique américaine de ce printemps 2024. Oui, et puis d'ailleurs, pour suivre de près, nous aussi, l'actualité américaine, on constate que l'actualité américaine cette semaine est totalement faite du procès intenté au fils Biden. Donc, allons-y pour cette histoire de fils Biden. De quoi est-il accusé, Hunter ? Un peu de contexte, Hunter Biden, donc 54 ans, a une trajectoire de vie un peu chaotique. Il a perdu sa mère et sa petite sœur quand il avait 2 ans dans cet accident de voiture. Il a perdu son frère Beau en 2015 et il a traversé de nombreuses périodes d'addiction. Cette semaine, donc, a commencé un procès dans lequel il est accusé de 3 délits en lien avec l'achat d'une arme. Je me suis renseignée, c'était un revolver Colt Cobra 38 SPL en 2018. Lors de cet achat, il a menti 2 fois en remplissant les papiers pour l'acheter, en affirmant qu'il ne consommait pas de drogues illégales à l'époque, alors que, en fait, c'était le cas. Et le 3e crime, c'est d'avoir possédé cette arme pendant 11 jours. Le procès a commencé lundi 3 juin. La juge Marie-Hélène Noreika a sélectionné les 12 jurés. Depuis mardi, nous écoutons les plaidoiries. C'est un procès fédéral qui se passe à Wilmington, dans le Delaware. Attendez, Wilmington dans le Delaware, c'est pas la ville de Biden, ça ? Oui, absolument. Et donc, tous les amis, toutes les relations de la famille Biden sont interrogées par les médias autour du tribunal dans la ville. Ce procès est censé durer 2 semaines. Il y aura un autre procès contre Hunter Biden, cette fois-ci pour fraude fiscale. Il commencera en Californie en septembre prochain. Pourquoi 2 procès et dans ces 2 endroits différents ? Eh bien, il faut savoir que l'été dernier, Hunter Biden avait réussi à conclure un accord avec les procureurs du Delaware sur les 2 affaires, le revolver et la fraude fiscale. Mais la juge Noreika, celle qui est toujours à l'œuvre cette semaine, a remis cet accord en cause. Tout est tombé à l'eau, d'où les 2 procès différents dont je vous parle ce matin. Mais sur celui qui a lieu à l'heure actuelle, est-ce qu'on peut déjà distinguer des effets politiques ? Oui, absolument. Côté démocrate, c'est facile. Il y a un narratif qui se met en place et qui mise sur l'empathie et sur l'espoir. On insiste sur le fait que Hunter a été une victime de la drogue comme tant d'Américains aujourd'hui et qu'il a réussi à guérir de son addiction, en tout cas pour l'instant, ce qui peut donner de l'espoir à tout le monde. Vous vous doutez bien que côté républicain, on a un récit totalement différent. Les Trumpistes, eux, parlent de la Biden Corrupt Family, la famille Biden corrompue, et ils tentent d'établir une équivalence, une similarité entre les procès de Trump, nombreux, et les procès de Hunter. Alors évidemment, les 2 hommes et ce qui leur est reproché ne sont pas du tout comparables. Hunter, pour commencer, n'est pas un homme politique, il n'est pas candidat. Oui, et ça ne va pas empêcher les républicains d'utiliser ce procès contre Joe Biden, ça on l'a bien vu. Mais on évoquait aussi le procès de Bob Menendez, le sénateur du New Jersey. De qui et de quoi s'agit-il ? Bob Menendez, donc Robert Menendez, c'est un homme politique, il a 70 ans, il est d'origine cubaine et, comme vous le disiez, il est sénateur du New Jersey depuis 2006. Il a été inculpé dans une première affaire de corruption en 2015, ça n'avait rien donné. Il est de nouveau inculpé depuis septembre 2023. Alors, on l'accuse de corruption au profit d'intérêts égyptiens et qataris, c'est-à-dire qu'il a accepté de l'argent pour plaider leur cause dans les rouages du gouvernement américain. Si j'étais mauvaise langue, je dirais que ça rings a bell. On lui reproche aussi une sombre affaire de monopole accordé contre Bakshish à un distributeur de viande halal dans le New Jersey, et puis plus largement des interférences nombreuses avec le système judiciaire dans ce même État. Lors d'une perquisition chez lui, les enquêteurs ont trouvé 480 000 $ en liquide et 100 000 $ sous forme de lingots d'or. Ah oui, quand même. Je précise que Bob Menendez plaide non coupable et accuse les procureurs de racisme anti-cubain. Et là, il faut que je vous raconte une histoire vraiment complètement dingue. Lors de cette même perquisition, les enquêteurs ont trouvé au domicile des Menendez une Mercedes décapotable évaluée à 60 000 $. Ce qu'il faut savoir, c'est que en décembre 2018, la femme de Bob Menendez a eu un accident de voiture dans le New Jersey, dans lequel elle a renversé un homme qui est mort dans les heures qui ont suivi la collision. La police locale a
étouffer l'affaire. La famille de la personne qui était décédée se plaint encore aujourd'hui de ne pas avoir eu beaucoup d'infos sur ce qui s'était passé. Mais le problème pour les Menendez, c'est qu'ils n'avaient plus de bagnole. Et la femme de Bob lui a demandé de lui en procurer une. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bob Menendez a demandé à un homme d'affaires de ses connaissances de lui fournir une voiture, la dite Mercedes, en l'échange de quoi Bob Menendez a influencé un procureur du New Jersey pour interrompre une enquête criminelle dans laquelle le donateur de cette voiture était cité. On est sur un cas de corruption directe patent. Oui, et ça s'arrête pas là parce qu'on sait que ce procès de niveau fédéral qui se déroule à Manhattan, donc contre Bob Menendez, eh bien, il a essayé de faire en sorte qu'il se déroule dans le New Jersey, ce qui aurait évidemment été beaucoup plus facile pour lui. Heureusement, l'état de droit américain a tenu bon. Les derniers développements sur cette affaire, c'est que la femme de Bob Menendez, Nadine Arslanian, est elle aussi inculpée, mais son procès ne pourra commencer qu'en septembre parce que la pauvre a un cancer du sein, donc elle est en plein traitement. Son procès viendra plus tard. Quels enseignements vous tirez de tout ça en termes politiques ? Eh bien, Menendez a démissionné de son poste de président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat, un poste très important. Il a démissionné dès septembre dernier lorsqu'il a été inculpé. Mais il a refusé jusqu'à présent de démissionner de son siège de sénateur. Et pire, il a annoncé lundi 3 juin qu'il se représenterait à ce siège en novembre prochain sous l'étiquette indépendant. J'ajoute que son fils, qui s'appelle aussi Robert Menendez, on l'appelle Rob et pas Bob pour pas se tromper, est élu du New Jersey au Congrès. Il y a donc corruption et népotisme dans cette affaire. Népotisme et corruption, comme vous y allez, Laurence, mais donc tous pourris aux États-Unis ? Je crois qu'il ne faut pas renvoyer les démocrates et les Trumpistes dos à dos dans ces affaires judiciaires, parce que certes, il y a de la corruption côté démocrate, on le voit avec cette affaire Menendez, mais Trump, lui, il attaque carrément les institutions américaines, c'est quand même beaucoup plus grave. Ce cas Menendez est quand même révélateur d'une érosion des normes de la décence politique du côté démocrate aussi. Parce que ce qu'on voit, c'est que le Parti démocrate n'a pas fait pression pour qu'il démissionne, ou en tout cas pas assez fait pression pour qu'il démissionne, et ça c'est une faute. On pourrait dire aussi que c'est un retour aux traditions du Parti démocrate qui n'a pas manqué d'histoires de corruption, et on peut parler évidemment de l'élection de Kennedy qui fut très largement débattue à cet égard. Alors avant de conseiller 1000 fois à tous nos auditeurs de lire les livres de James Ellroy, à commencer par American Tabloid bien entendu, qui parle de ce qui va amener à l'assassinat du président Kennedy, mais de manière générale tous les livres d'Ellroy sont formidables, je vous dis merci Laurence et je vous dis à la semaine prochaine. Merci Romain, à la semaine prochaine. Retrouvez New Deal chaque semaine sur Slate Audio et toutes les plateformes de podcast.